Il fait nuit noire quand une famille est sauvagement agressée dans son sommeil. C'est le cauchemar de tout le monde. Une seule personne s'en sort vivant. Je l'ai observée. Elle semblait très calme. C'était la famille idéale. Parfois, le mal surgit là où on l'attend le moins. Comment vas-tu? Il y a des êtres monstrueux. Impossible de savoir où le tueur allait encore frapper. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. L'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui nous plonge au cœur d'un phénomène criminel apparu relativement récemment. Ce qu'on appellera la tuerie de masse, ou le fait de tuer plusieurs personnes au cours d'un même événement. Un des exemples les plus connus de ce type de crime abominable est certainement la fusillade de Columbine, survenue en avril 1999. 2 étudiants avaient tiré au hasard dans l'enceinte d'un collège, abattant 13 personnes avant de se suicider. Ni terroristes, ni serial killers, les tueurs de masse sont des électrons libres fous qui agissent sans raison identifiée, expliquent Olivier Asside et Julien Marcel dans leur livre « Tueur de masse, un nouveau type de tueur est né ». Si le tueur de masse n'est pas pris sur le fait, il sera très difficile aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui à cause de l'absence de mobile. C'est pourtant le tour de force que vont devoir réaliser les policiers de la commune de Mannheim. Lancaster, en Pennsylvanie. Cette ville chargée d'histoire et fidèle aux traditions abrite une communauté amish prospère et des quartiers de cartes postales, comme la commune de Mannheim. C'est l'un de ces endroits où les portes ne sont jamais closes. Pour de nombreuses personnes, ce type de banlieue est l'exemple même du rêve américain. Pourtant, par une nuit de mai, le rêve d'une famille va brutalement être brisé. À 2h30 du matin, le calme nocturne est rompu par un cri. Des bruits de lutte résonnent dans une maison de Peach Lane. Quelques minutes plus tard, Maggie Haynes, 20 ans, sort en trombe de la maison et va réveiller ses voisins pour qu'ils appellent les secours. La police de Lancaster découvre une scène atroce. 2 corps ensanglantés gisent l'un à côté de l'autre dans la chambre parentale. Et un adolescent gît sans vie dans le couloir. Il a été balafré et poignardé à plusieurs reprises. C'est le cauchemar de tout le monde. Vous êtes chez vous, sans défense et endormi. Quelqu'un s'introduit dans votre maison avec un couteau et vous poignarde dans votre chambre. Quand on est arrivé sur place, on ne savait pas s'il n'y avait qu'une seule personne impliquée dans les meurtres, ou plusieurs. Il pouvait y avoir une sentinelle ou un chauffeur garé à proximité. On n'en savait rien. La police contacte aussitôt l'enquêteur Allen Lead, à la criminelle depuis 25 ans. Ils m'ont dit « Al, on a un triple homicide. On a besoin de toi sur place. » Les victimes sont rapidement identifiées. Il s'agit de la famille Haynes. Le père, Tom, 50 ans, a été poignardé à mort à la poitrine. À côté de lui, sa femme Lisa, 47 ans, a elle aussi été poignardée à plusieurs reprises. Et Kevin, 16 ans, leur plus jeune enfant et unique fils, a été lardé de coups de couteau. L'agression la plus violente et la plus brutale a été portée contre Kevin. L'adolescent a été poignardé plus de 50 fois dans le dos, sur les bras et au visage. Sa gorge a été lacérée. Il y a du sang partout, sur les murs et par terre, preuve qu'il s'est défendu contre son agresseur. Tous les membres de la famille ont été éliminés, sauf un. Maggie Haynes, 20 ans, s'en est sortie sans une égratignure. Elle raconte à la police qu'elle s'est enfuie de la maison aussi vite qu'elle a pu et qu'à aucun moment elle n'a vu le tueur. Les experts médico-légaux passent la scène de crime au peigne fin mais ne trouvent aucune empreinte, ce qui laisse à penser que le tueur portait des gants. Ils vont toutefois trouver un élément de preuve majeur. Le principal élément de preuve trouvé sur la scène de crime est une série de traces de pas et corps gisant dans la maison.
En voyant les empreintes de pas, j'ai tout de suite vu qu'elles avaient été faites par une seule et unique personne. D'après le cheminement des pas, les enquêteurs déterminent qu'après avoir tué Kevin, l'intrus est retourné dans la chambre de Tom et Lisa. Le tueur a vu que Lisa était encore en vie. Alors il l'a achevée en lui portant un dernier coup de couteau à la gorge. Les empreintes de pas vont ensuite conduire les enquêteurs jusqu'à la salle de bain du 2e étage. Là, à l'aide d'un produit chimique appelé luminol et d'une lumière noire, ils découvrent des traces de sang dans le lavabo, un détail glaçant qui va leur donner un aperçu de la froideur du tueur. Il faut vraiment avoir un sacré sang-froid pour prendre le temps d'aller se laver les mains et de laver son couteau après avoir massacré 3 personnes dans leur propre maison. Comme la famille avait l'habitude de laisser ses portes ouvertes, l'agresseur a pu entrer à n'importe quel moment. Curieusement, rien ne semble avoir été volé dans la maison. Conclusion, il ne s'agit pas d'un cambriolage qui aurait mal tourné, mais d'un massacre délibéré. Au petit jour, un autre indice potentiellement important fait surface à l'arrière de la maison. Une casquette de baseball sur laquelle est collé un morceau de Chatterton. Lorsque les experts y découvrent des traces de sang et des cheveux, ils savent qu'ils ont entre les mains un trésor d'ADN qui pourrait leur permettre de rapidement boucler l'affaire. À condition bien sûr que la recherche dans la base de données des criminels génère un résultat. Hélas, les enquêteurs ne vont trouver aucune correspondance. La preuve est stockée pour des tests futurs sur des suspects potentiels. Je savais qu'on avait collecté assez de preuves pour incriminer un suspect futur, mais pour le moment, on n'en avait aucun. Les enquêteurs vont alors s'intéresser de plus près à la vie des Haynes. J'ai besoin de toi pour une petite vérification. Mais la police a beau fouiller, elle ne trouve aucun vice particulier chez cette famille typique de classe moyenne. Ils avaient tous de la petite famille parfaite. C'étaient des gens, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un ait pu en vouloir à une famille aussi sympathique. Ils reflétaient l'image du bonheur à l'état pur. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un choc. Une chose pareille ne s'était jamais produite dans le comté de Lancaster. Jamais cela n'était arrivé à des personnes de ma connaissance. On ne savait pas dans quelle direction chercher. Est-ce qu'on devait s'orienter vers les connaissances de la famille, ou le tueur était-il un parfait inconnu? On ne devait négliger aucune piste à ce stade de l'enquête, car rien ne nous poussait vers une direction plutôt qu'une autre. Tom Haynes était le responsable de la filiale d'une entreprise d'équipement industriel. Sa femme, Lisa, était institutrice dans un jardin d'enfants. Mes 3 enfants ont fréquenté cette école, alors je la connaissais de vue et de nom. Maggie Haynes est étudiante à l'université. Reste le fils, Kevin. Échec et mat. C'est un adolescent plutôt réservé de 16 ans qui n'a que 2 amis. Il est incollable au Quiz Bowl, un genre de concours de culture générale. Kevin était un garçon heureux qui prenait la vie du bon côté. Devinez ce que je fais cet été? La famille Haynes n'était jamais aussi heureuse que quand elle était réunie. Leur idée d'un beau moment, c'était rester à la maison, lire, préparer le dîner, regarder un film ensemble, et puis à 10 ou 11 heures, tout le monde au lit. Qui donc aurait pu vouloir décimer cette famille aimante et pourquoi Maggie a-t-elle été épargnée? La police va fixer son attention sur la jeune étudiante. Pouvez-vous me dire avec exactitude ce qui est arrivé? Je dormais dans ma chambre. Maggie suit des cours à l'université de Bucknell, à quelques 150 km au nord de Lancaster. Elle explique aux enquêteurs qu'elle est rentrée chez elle pour les grandes vacances, la veille des meurtres. C'était un vendredi soir. Maggie et Kevin étaient allés ensemble au centre commercial du coin pour acheter des cartes de vœux pour la fête des mères. Ce soir-là, après le dîner, la famille est réunie devant un film. Kevin et sa mère quittent le salon les premiers pendant que Tom et Maggie regardent la fin d'un match de baseball. Finalement, le père et la fille montent se coucher. 3 heures plus tard, Maggie est réveillée par des bruits dans la maison. Elle raconte avoir entendu un cri et des bruits de lutte dans le couloir.
Elle déclare à la police que les bruits venaient de la chambre de son frère, Kevin. Lorsqu'elle arrive dans le couloir pour voir ce qu'il se passe, elle est choquée par la forte odeur de sang. Elle se précipite alors dans la chambre de ses parents où elle est secouée par une vision d'horreur. Son père gisait, complètement immobile dans son lit. Et sa mère, Lisa, était assise, manifestement en état de choc. Et elle lui aurait murmuré « S'il te plaît, va chercher de l'aide ». Maggie déclare avoir dévalé les escaliers et s'être précipitée dehors sans comprendre ce qui vient d'arriver à sa famille. Son récit semble concorder avec les faits. Pourtant, les enquêteurs sont surpris par son attitude pendant l'interrogatoire. Mon père était dans son lit. Je n'ai pas tout de suite compris qu'il était mort. La réaction de Maggie, immédiatement après la tragédie, était franchement troublante. Je l'ai observée. Elle semblait très calme. La police s'est demandé si Maggie n'en savait pas plus que ce qu'elle laissait paraître. Se pouvait-il qu'un petit ami de Maggie à l'université soit l'auteur de ce massacre? Mais ce qui va encore un peu plus éveiller les soupçons des enquêteurs, ce sont ces quelques mots qui terminent son procès-verbal. Sa phrase de conclusion était « Et vous connaissez la suite ». C'était un commentaire curieusement blasé pour quelqu'un dont la famille venait d'être massacrée. La police doit envisager l'éventualité atroce que Maggie ait pu éliminer toute sa famille. Il n'y avait pas eu de cambriolage. Rien n'avait été volé. Le but était clairement de tuer, mais pourquoi elle et elle seule avaient pu en réchapper? Et le détachement qu'elle manifeste lors de son interrogatoire ne fait qu'accroître les soupçons qui pèsent sur elle. C'était un peu étrange, cette absence d'émotion. Et ils ont appelé la police. Mais les preuves médico-légales ne soutiennent pas la thèse d'une Maggie tueuse solitaire. Les traces de pas sont celles d'un homme de pointure 47. Et quand Maggie frappe à la porte de ses voisins pour les appeler à l'aide, elle n'a pas une seule goutte de sang sur elle. Pour autant, la police n'est pas prête à rayer la jeune fille de la liste des suspects. Les autres enquêteurs et officiers partageaient cette intuition qu'elle était impliquée. Pas physiquement cette nuit-là, mais peut-être en tant que complice. La police doit éliminer la possibilité que Maggie ait recruté quelqu'un pour commettre les meurtres. Aucun retrait important d'argent n'apparaît sur ses relevés de compte bancaire et aucun appel suspect ne figure sur ses relevés téléphoniques. On a enquêté sur sa vie, on a fouillé dans ses ordinateurs, mais rien. Lors de ces différents interrogatoires, Maggie ne va jamais dévier de son premier récit ni laisser transparaître la moindre once de culpabilité. Les enquêteurs vont en arriver à la conclusion que son calme étrange est simplement sa façon à elle de surmonter un stress extrême. Chacun réagit à sa façon. Comment était-elle censée réagir quand sa famille venait d'être décimée? Elle s'en est sortie cette nuit-là, mais elle en gardera des séquelles toute sa vie. Pourtant, un fait troublant demeure inexpliqué. Pour une raison ou une autre, le tueur ne s'en est pas pris à Maggie alors qu'elle était profondément endormie à quelques pas des autres victimes. Avez-vous vu quelqu'un quitter la maison? Non, personne. Le tueur connaissait-il Maggie et l'a-t-il intentionnellement épargnée tout en ciblant les êtres qui lui étaient le plus chers? Pour en savoir davantage, les enquêteurs vont chercher du côté de la faculté de Maggie, l'université de Bucknell, au centre de la Pennsylvanie. Peut-être qu'il y avait quelqu'un, un petit ami, tapi dans l'ombre à Bucknell, ou bien un professeur déséquilibré qui aurait pu être le coupable. Les enquêteurs interrogent les amis et les enseignants de Maggie, notamment un professeur avec lequel elle entretenait des liens étroits. Et en dehors du campus? On se saluait juste. Mais après des heures d'interrogatoire et plusieurs jours d'investigation, les enquêteurs n'ont pas avancé d'un pouce. Sur les 50 ou 70 personnes que j'ai interrogées, rien n'est ressorti. Et rien ne m'a permis de cibler une personne comme pouvant être impliquée. Les enquêteurs s'intéressent à la vie professionnelle et privée des parents de Maggie, Tom et Lisa.
On a vérifié leur compte bancaire, leur ordinateur, leurs dossiers professionnels et personnels. Le but était de trouver si quelqu'un pouvait en vouloir à monsieur ou madame Haynes. On avait le sentiment qu'il devait s'agir de quelqu'un qui les détestait, mais on n'a trouvé personne susceptible de les haïr à ce point. Diane Garber était une collègue et amie de longue date du père de Maggie, Tom. Tom Haynes était quelqu'un de très chaleureux, plein de compassion et de bienveillance. C'était une personne positive, à la bonne humeur contagieuse. Il était estimé de tous ceux qu'il connaissait. Une enquête plus poussée va toutefois révéler qu'une personne au moins n'était pas en si bons termes avec Tom. On avait un commercial en interne qui donnait l'impression de ne pas faire sa part du travail. Il profitait de toutes les occasions qui se présentaient pour en faire le moins possible. Bill, t'as une minute? Oui? Qu'est-ce qui se passe? 2 semaines avant les meurtres, Tom Haynes convoque l'employé négligent dans son bureau. C'est ridicule. À un moment, la conversation a dégénéré en altercation verbale. Ce type avait eu maille à partir avec M. Haynes, et quand on a voulu l'interroger, il n'était pas là. Et ça a duré 2 ou 3 jours. On ignorait totalement où ce type pouvait se trouver. Finalement, l'employé refait surface. Il était en visite chez sa famille et semble très secoué par la nouvelle des meurtres. Et surtout, il a un solide alibi. Cette nuit-là, il était sorti avec sa femme et des amis. Des reçus et des bandes vidéo ont confirmé qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. C'est donc un suspect de plus qui est mis hors de cause. Les enquêteurs vont dès lors s'intéresser à Lisa Haynes pour essayer de savoir si quelqu'un pouvait lui en vouloir. Lisa était une femme très douce, très calme. Elle était plutôt réservée. Elle n'aimait pas être mise en avant et elle préférait s'occuper de sa famille. Il ne trouve rien de négatif au sujet de cette enseignante et mère dévouée. Ce qui ne laisse aux enquêteurs qu'une dernière victime sur laquelle enquêter, Kevin, le fils de Tom et Lisa. Des 3, c'est celui qui compte le plus de blessures. La question qui taraude les enquêteurs, c'est pourquoi ? Est-ce que Kevin a reçu tous ses coups parce qu'il s'est défendu contre son agresseur? On peut le penser. Cela étant, il n'en reste pas moins que le tueur s'est littéralement acharné contre lui. Lorsque les enquêteurs se rendent dans le lycée de l'adolescent, ils découvrent qu'à l'instar de ses parents, Kevin a une réputation d'un garçon sans histoire que personne parmi ses connaissances ne va contester. Contrairement à beaucoup de ses camarades qui faisaient leurs premières expériences avec les drogues, Kevin était un étudiant modèle et brillant. C'était la vedette de l'équipe de quiz-ball de son école et un garçon plutôt réservé, au cercle d'amis limité. Il faisait partie de l'élite intellectuelle de son lycée. Kevin n'était pas forcément le plus intelligent, le plus brillant et le plus doué de ses camarades, mais il figurait parmi les meilleurs de sa classe. Les tentatives pour établir un lien entre Kevin et d'éventuelles mauvaises fréquentations dans son école restent vaines. Il passait pratiquement tout son temps libre avec ses 2 meilleurs amis, Benjamin Hopp et Alec Kreider. Vous pensez à quelqu'un en particulier qui aurait pu en vouloir à Kevin? Non, on l'aimait tous bien. Les enquêteurs interrogent Benjamin et Alec pour savoir si Kevin leur aurait confié un secret particulier ou s'il avait des ennemis potentiels. Vous voyez quelqu'un qui aurait pu en vouloir aux Haynes? Non, c'étaient les gens les plus gentils du monde. Aucune information particulière n'émerge. Personne n'avait rien de négatif à dire sur Kevin Haynes et personne ne semblait avoir de grief particulier contre lui. Une fois de plus, les enquêteurs se trouvent dans l'impasse. Après avoir suivi une série de pistes prometteuses, ils sont toujours incapables de trouver un sens à ce triple homicide sordide. Quand vous tuez 3 personnes, généralement, vous avez un mobile, une raison. Mais là, rien ne semble expliquer pourquoi les victimes avaient été assassinées. La police n'ayant ni suspect ni personne dans sa ligne de mire, la peur et la panique s'emparent de la ville de Lancaster. Les gens étaient convaincus qu'un déséquilibré était parmi eux, et personne ne savait quand le tueur allait encore frapper. On ignorait l'identité du tueur. Il pouvait se trouver encore dans les parages, prêt à frapper de nouveau. Si la commune de Mannheim avait jusqu'ici été un endroit tranquille où la confiance avait toujours régné,
La sécurité est à présent l'obsession de tous. J'avais des amis dans des sociétés d'installation d'alarmes qui m'ont dit que leur chiffre d'affaires avait augmenté de 700% durant cette période. Les enquêteurs commencent à croire que leur homme est le type de criminel le plus inquiétant d'entre tous, un tueur qui frappe au hasard. J'étais de plus en plus convaincu qu'on avait affaire à un tueur en série. L'équipe s'intéresse aux autres affaires du même type et sollicite les forces de police à l'échelle nationale. On a prévenu tous les services de police des États-Unis via nos systèmes de communication internes. On a essayé de leur fournir un compte-rendu exhaustif dans l'espoir que des collègues aient été confrontés à une affaire similaire. Ils recherchent les cas d'homicide présentant le même mode opératoire, à savoir des agressions à l'arme blanche sur plusieurs victimes à la fois. Conclusion, sur les 6 derniers mois, 4 affaires similaires ont été déclarées dans l'État de New York, une autre en Floride et une de plus dans l'État de Californie. Se peut-il que toutes ces affaires soient l'œuvre d'un seul et même tueur en série itinérant? Les recherches se sont intensifiées au niveau national lorsqu'un agent de la route arrête des automobilistes pour un contrôle de routine. Je viens d'arrêter un crossover de couleur rouge. Il a arrêté un véhicule en provenance de Pennsylvanie. Les occupants du véhicule, 2 hommes, faisaient route vers la Floride. L'agent est intrigué par les marques de coupure sur les mains du conducteur. Dans le véhicule, il découvre des sachets de marijuana et un couteau de chasse. Main sur la tête. C'est suffisant pour soumettre les 2 individus à un interrogatoire. Questionné par la police, l'un des 2 hommes lâche une information qui va avoir l'effet d'une bombe. Les 2 types se sont vantés d'avoir récemment commis un meurtre en Pennsylvanie. Ils ont également mentionné s'être introduits par effraction dans une maison dans ce même état. À Lancaster, l'équipe d'investigation croit enfin tenir une véritable piste. Cette information des forces de police semblait crédible. Il fallait qu'on l'étudie. La première chose que l'enquêteur Allen Need veut vérifier, ce sont les chaussures des suspects. À partir du motif de la semelle, un laboratoire médico-légal du FBI a pu déterminer la marque et le modèle des chaussures à l'origine des empreintes collectées sur la scène de crime. Mais le rapport des forces de police de Caroline du Nord n'est pas encourageant. Les 2 suspects portaient des baskets. Les motifs de semelle ne correspondaient pas, mais ils avaient très bien pu changer de chaussures. Les coupures sur les mains du conducteur seraient quant à elles le résultat d'un malencontreux accident survenu dans une scierie. En outre, les 2 hommes ont un alibi pour la nuit du 12 mai, où les Haynes ont été assassinés. Allen Need a encore une dernière chance de relier les 2 suspects à l'affaire. Une casquette de baseball qui, d'après les déductions des enquêteurs, aurait été oubliée par le tueur dans l'arrière-cour des Haynes. Les cheveux collectés sur celle-ci sont en effet une source d'ADN. Il y avait de l'ADN sur la scène de crime. Mais on n'avait pas encore pu établir de correspondance, alors on a fait des prélèvements sur les suspects. Hélas, une fois encore, les résultats sont négatifs. L'enquête retombe au point mort. Quand on a découvert que ces 2 suspects n'en étaient pas, on a été très déçus. L'excitation suscitée par la perspective de résoudre enfin ce crime s'est aussitôt éteinte. En fin de compte, en dépit d'une chasse à l'homme nationale, aucun élément probant ne permet de faire le lien entre le massacre de la famille Haynes et une autre affaire connue. Après 2 semaines d'enquête, la police ne semble pas prête d'identifier le tueur de Tom, Lisa et Kevin Haynes. Faute de mieux, elle se contente de traiter l'avalanche d'appels qui continue d'affluer sur la ligne téléphonique spécialement mise en place pour recueillir les témoignages des habitants. Un jour pourtant, l'un des appels va fournir aux enquêteurs une nouvelle piste issue d'une source inattendue. L'informateur est un agent de probation du centre local de détention pour mineurs. On a quelqu'un ici qui pourrait vous aider. Il m'a dit « Al, j'ai un mineur avec moi. Il a 17 ans. Il nous dit qu'un de ses amis a pénétré dans la maison d'un couple à Mannheim il y a quelques semaines et que cet ami se serait occupé de la famille dans le cadre d'un rite d'intégration à un gang. » Le jeune aurait demandé « Comment ça, tu t'en es occupé ?»« Je m'en suis occupé, c'est tout. »
Les détails fournis par l'adolescent sur le supposé crime commis par son ami Victor semblent étrangement familiers. Il est monté et est entré dans la chambre parentale. Il a tué le père et ensuite il a tué la mère. Le père d'abord, la mère après, dans cet ordre? Il raconte qu'ensuite son ami est allé dans le couloir et qu'il a commencé à ouvrir les tiroirs d'une commode, là où un garçon dormait, et qu'il a ensuite tué ce dernier en le poignardant de plusieurs coups de couteau. L'adolescent avait connaissance d'informations clés sur la scène de crime qui n'avaient pas été divulguées au public. Il savait qu'un tiroir avait été retrouvé ouvert dans la chambre de Kevin. Le jeune homme prétend aussi que son ami lui a montré un couteau taché de sang le lendemain des meurtres. On n'en revenait pas. Cette histoire, c'était notre affaire. Les enquêteurs de la criminelle ont commencé à se dire que ce gosse était peut-être le tueur après lequel il courait. Mais Hector réitérera-t-il sa sordide confession? Lève un peu ton maillot. Le jeune Angelo accepte de porter un micro dissimulé afin d'enregistrer les propos d'Hector au cas où celui-ci aborde de nouveau le sujet. Comment tu te sens? On cherchait à faire répéter à Hector ses aveux au sujet de l'affaire Haynes, afin d'alimenter notre enquête. Ne t'en fais pas. Ok. T'as fait quoi après? Je suis rentré direct. Fondant tous leurs espoirs sur Angelo, les enquêteurs vont rester pendus aux lèvres des deux adolescents pendant 4 longues journées. Cette maison où t'es entré, c'était où déjà? Tu vois de quoi je parle? Non, je vois pas. À aucun moment il n'a mordu à l'hameçon. Il n'a pas dit le moindre mot sur cette histoire, et très clairement, le fait est qu'il n'en savait rien. Voyant leur meilleure piste réduite en miettes, les enquêteurs doivent se résoudre à l'idée. Angelo a tout inventé. Toute l'histoire avait été imaginée par ce gosse qui devait voir dans ce subterfuge un moyen pour lui d'échapper à la détention. Mais une fois de plus, ça s'est soldé par une immense perte de temps. On avait tous placé nos espoirs dans cette piste et donc le retour à la réalité a été brutal. La situation était vraiment très frustrante. Pour la seconde fois, une pseudo-confession a fait perdre aux enquêteurs un temps précieux. Non seulement ces derniers sont découragés, mais le tueur court toujours. Tous les enquêteurs avaient mis leur vie personnelle entre parenthèses. Ils travaillaient 18 à 20 heures par jour. Ils avaient étudié tous les angles de recherche imaginables et leur degré d'implication dans cette affaire était impressionnant. Parfois, je me réveillais en pleine nuit, non seulement parce que cette affaire me hantait dans mon sommeil, mais surtout parce que je m'inquiétais vraiment pour ma famille. C'était des spéculations sans fin, et il y a eu tellement de rumeurs tout au long de l'enquête criminelle. Les voisins finissaient par s'accuser les uns les autres. La police a interrogé mon père parce qu'il n'avait pas d'alibi pour cette nuit. Mais il connaissait à peine Kevin. Ils lui ont quand même prélevé son ADN, ses empreintes digitales, plus par acquis de conscience. Je crois que chaque fois que quelque chose d'aussi grave et d'aussi horrible se produit dans un quartier, ça change les choses. On se met à soupçonner son voisin en se demandant si on le connaît vraiment. Et là, je ne suis pas en train de dire que les gens ne se font plus confiance, car ce n'est pas le cas. Mais je ne vois pas comment une telle chose peut se produire et ne pas avoir d'incidence sur le quartier et sur ses habitants. Cela étant, bien entendu, quand le coupable court toujours, tout le monde devient suspect. Pendant toute l'enquête, personne n'a été soumis au détecteur de mensonges. L'explication est simple. Il n'y avait aucune personne en particulier au sujet de laquelle on s'est dit qu'il serait important de vraiment l'interroger en profondeur. Aucune personne qu'il nous fallait pousser dans ses retranchements parce qu'on pensait qu'elle nous cachait quelque chose. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, dans le cadre de cette enquête, il n'y avait aucun suspect à passer au détecteur de mensonges. On n'a pas pu trouver l'ombre d'une raison valable permettant d'expliquer l'acharnement dont les Haynes ont été victimes. Et donc, pour cette raison, on n'avait pas de suspect. Une série de questions continue de hanter les enquêteurs expérimentés. Pourquoi le tueur, en pleine frénésie meurtrière, a-t-il laissé la vie sauve à Maggie?
Pourquoi le tueur, qui a pris la peine de porter des gants et de nettoyer la lame de son couteau, a-t-il laissé des traces de pas? Que penser de la brutalité de l'agression qui suggère que l'assassin connaissait personnellement ses victimes? Celui qui a fait ça connaissait manifestement l'agencement de la maison. Il savait que les Haynes laissaient leur porte ouverte. Celui qui a fait ça connaissait le quartier et savait à l'avance par quel chemin il allait s'échapper. Lors de la cérémonie funéraire de Kevin et de ses parents, Lisa et Thomas, à l'église méthodiste d'Otterbein, le frère de Lisa, Tom Brown, avait supplié le tueur de venir devant eux et de demander pardon à Maggie. Et il avait poursuivi: « Je dis ça parce que je sais que le tueur peut se trouver dans l'assistance aujourd'hui. » Bien sûr, personne ne s'était manifesté. Mais Tom avait-il alors vu juste? Car le tueur connaissait vraisemblablement le domicile des Haynes. En plus, il s'est acharné sur Kevin, sa dernière victime, comme s'il s'agissait d'une vengeance personnelle. Les policiers ont pourtant jusqu'à présent échoué à trouver un mobile. Après plusieurs semaines, il faut bien le dire, l'enquête est au point mort. Le 7 juin, peu après minuit, l'enquêteur Allen Lead, qui planche toujours sur l'affaire, est appelé en urgence. Détective Lead? Un agent de police l'informe qu'un adolescent du quartier menace de se suicider. Le jeune suicidaire n'est pas n'importe quel adolescent. Ok. J'ai demandé comment s'appelait le gamin. C'était Alec Kreider. Ça a tout de suite fait tilt dans ma tête. C'était Alec, le meilleur ami de Kevin Haynes. L'enquêteur Lead voit l'une de ses pires craintes devenir réalité. La mort violente de Kevin commence à avoir des conséquences sur son entourage. Je redoutais que ce genre de choses arrive à un des amis de Kevin, parce que c'était une histoire absolument atroce. Et chez une personne en proie à des problèmes psychologiques, ça peut être un déclencheur. C'est un tournant tragique dans une affaire déjà insupportable. Kevin et Alec étaient très liés. Ils étaient toujours ensemble, toujours à discuter. Après les meurtres, Alec a dit « Quel genre de personne faut-il être pour commettre un acte aussi glacial et sans cœur ?» Près de 4 semaines après le meurtre de son ami, Alec menace de mettre fin à ses jours. « J'ai un flingue. » Quoi? Il est au téléphone avec Caroline, qu'il fréquente depuis peu. Il lui dit qu'il a une arme chargée et qu'il a envie d'appuyer sur la gâchette. « Si on se voit plus, je me tue. » Sans cesser de lui parler, Caroline fait passer un mot à sa tante qui prévient la police. Il est en haut? Peu de temps après, l'enquêteur Lead, accompagné d'autres agents, intervient à temps pour empêcher la tentative de suicide. Il parvient à nouer le dialogue avec l'adolescent prostré. Je lui ai dit, Alec, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vouloir te faire du mal à toi-même? Il n'arrêtait pas de me dire que ce monde était un endroit horrible, rempli de gens mauvais. Je lui ai répondu que j'étais d'accord avec lui, et il m'a dit, regardez ce qui est arrivé à mon meilleur ami. Il s'est dit, ce gosse est déboussolé par le meurtre de son meilleur ami et de ses parents. Avec l'accord de sa mère, Alec est placé en unité psychiatrique pour être évalué. De là, il continue d'écrire des lettres passionnées à sa petite amie. Dans le même temps, la tante de Caroline a pris contact avec la mère d'Alec. Et la tante lui a fait comprendre qu'il était hors de question que Caroline continue de fréquenter son fils. Quand les parents d'Alec lui rendent ensuite visite, ils lui apprennent la mauvaise nouvelle, inquiets de sa réaction. Tu ne peux plus continuer à la voir, mon fils. Ce qu'Alec va ensuite déclarer, personne ne veut y croire. J'ai une déclaration à faire. Quelques minutes plus tard, le conseiller rappelle les parents d'Alec et demande à leur fils de leur répéter ce qu'il vient de dire. Maman, papa, j'ai tué les Haynes. Personne ne sait quoi penser de cette surprenante déclaration. Vous imaginez le traumatisme et l'angoisse qu'ont dû ressentir ses parents. Kevin était ton meilleur ami. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai cru qu'Alec avait dit ça pour se venger de ses parents. Et je suppose qu'ils espéraient la même chose de leur côté.
Mais le récit d'Alec est d'une précision glaciale. Il raconte à ses parents comment il s'est habillé en noir et a caché le logo de sa casquette de baseball avec du Chatterton. Ensuite, il se rend chez les Haynes en s'éclairant à l'aide d'une lampe torche. Il est armé d'un couteau. Souvent invité chez les Haynes, il sait qu'ils laissent toujours la porte de leur garage ouverte. Il monte à l'étage et poignarde Tom Haynes pendant son sommeil. Il s'attaque ensuite à sa femme, Lisa. Puis il longe le couloir pour s'en prendre à Kevin, qui lutte farouchement. Réveillée par les cris de son frère, Maggie sort de son lit et se précipite dans la chambre de ses parents. Sa mère lui murmure ses dernières paroles. Va chercher de l'aide. Pendant que Maggie s'enfuit de la maison, Alec achève son meilleur ami. Il refait ensuite un tour dans la chambre parentale où il trouve Madame Haynes encore en vie. Il va alors lui porter un ultime coup, fatal. Avant de partir, il monte dans la salle de bain du haut et rince ses mains pleines de sang. Il pense qu'il a tué tout le monde dans la maison. Mais par un heureux coup du sort, Maggie a pu lui échapper. Alec ignore qu'elle vient de rentrer de l'université. S'il l'avait su, nul doute qu'il l'aurait éliminée également. Comment as-tu pu faire ça? Les parents d'Alec sont sous le choc. Ses parents n'arrivent pas à croire qu'il ait pu commettre de tels actes. Mais Alec va leur confirmer ses aveux. Une perquisition rapide chez Alec va mettre au jour une preuve indubitable, un couteau de chasse maculé de sang séché. Les enquêteurs vont également mettre la main sur une paire de gants imbibés de sang. Autre détail tout aussi incriminant, les chaussures qu'Alec portait à son admission à l'hôpital sont de la même marque et de la même pointure que les chaussures identifiées par les experts. Le motif de la semelle correspond exactement au motif des traces de pas dans la maison. Et il restait du sang dans les coutures et sur la semelle. Les chaussures, le couteau et les gants retrouvés chez les Crider sont envoyés au laboratoire médico-légal pour des tests ADN. Là, la sinistre vérité est confirmée. Ils sont parvenus à faire le lien entre l'ADN de Kevin et celui d'Alec sur l'ensemble de ces éléments. Enfin, en fouillant dans l'armoire du suspect, la police découvre la preuve la plus dérangeante d'entre toutes. Un journal dont l'une des pages a apparemment été rédigée juste après les meurtres. On peut y lire « Alexandre est né le 12 mai 2007 à 3h30 du matin ». Il se présente comme un nouvel homme qui a gagné en puissance et qui s'appelle désormais Alexandre. C'est comme s'il était fier d'avoir été capable de commettre ces actes odieux et qu'il faisait une déclaration en forme de conclusion, comme s'il avait franchi une nouvelle étape dans son évolution. D'autres passages du journal intime d'Alex sont révélateurs. On peut par exemple y lire cette phrase « Je déteste les gens, ils me rendent malade ». Dans un autre passage, l'adolescent explique « Je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu que je ressente une telle haine, mais les choses sont vraiment devenues détestables dernièrement. » Un professeur en psychologie de New York, le docteur Louis Schlesinger, s'est penché sur ces écrits. Et selon ses conclusions, il est possible qu'Alec ait éprouvé de la jalousie envers son meilleur ami. En effet, alors que Kevin évoluait dans un univers harmonieux sur le plan familial, Alec, lui, avait beaucoup de mal à accepter le divorce de ses parents. D'après le professeur, il n'aurait plus supporté de voir la famille de Kevin heureuse, et c'est ce qui aurait motivé son crime. Face au silence d'Alec, les experts ne peuvent toutefois qu'avancer des suppositions. Le 16 juin 2007, Alec Crider est arrêté. Au sein de la communauté, les sentiments sont contradictoires. Il n'avait plus à s'inquiéter de savoir si le déséquilibré courait toujours ou à quel endroit il allait encore frapper.
D'un autre côté, c'était très troublant et déconcertant pour la communauté d'apprendre que le coupable était un enfant du pays, un de ses meilleurs espoirs. Comment un de leurs garçons les plus prometteurs avait-il pu faire une chose pareille? Quand j'ai appris qu'Alec était le meurtrier, je me suis dit non, ça n'avait pas de sens pour moi. Les enquêteurs chargés de l'affaire sont tout aussi choqués. Il a trompé des enquêteurs pourtant très aguerris et aurait trompé n'importe qui d'ailleurs. Il était intelligent, il était calme, il a su donner le change et reprendre le cours de sa vie. D'ailleurs, il a passé ses examens peu après et a obtenu d'excellentes notes. Quand il a été arrêté, une des choses que j'ai remarquées en observant les traits de son visage, c'est son expression totalement froide. Il avait cet air impassible qui ne laisse transparaître aucune espèce d'émotion, une sorte de froideur, comme si rien n'avait d'importance. Quand j'ai remarqué cette expression, j'ai tout de suite pensé qu'il avait l'air vraiment diabolique, un peu comme s'il portait le mal sur son visage. À ce moment-là, je me suis senti soulagé qu'on l'ait enfin appréhendé, parce que ça nous a enlevé un énorme poids, non seulement à nous, les enquêteurs, mais aussi à l'ensemble de la communauté. Enfin, on pouvait dormir tranquille. Dans cette affaire, on se trouve face à une graine de tueur en série. Ce gosse est un petit génie de 16 ans qui est un tueur en série en devenir. Le seul mobile, c'est que c'est un tueur et qu'il lui faut tuer. Ce n'est pas quelque chose de facile à accepter, mais certaines personnes sont des monstres, et Alec Ryder en est un. Pour les personnes proches de l'affaire, cette obsession représente à elle seule le mobile de ces terribles crimes. Il avait envie de savoir quel effet ça faisait de tuer, et s'est dit pourquoi ne pas essayer sur son meilleur ami. Et donc il l'a fait. Et il a tué son meilleur ami, Kevin. Et sa principale motivation, c'était simplement d'expérimenter, de savoir si cela lui procurait autant de plaisir que ce qu'il avait imaginé. Il est narcissique, ça ne fait aucun doute. Tout ce qu'il a écrit sur sa supériorité par rapport aux autres, le fait qu'il soit plus intelligent que tout le monde, et à quel point les autres l'ennuient, ces pensées l'obsédaient, à tel point qu'il a dû les écrire. La colère qu'Alec dit avoir ressentie à ce moment-là, couplée à son absence totale de remords, en font le type de criminel le plus terrifiant. Un tueur en série dénué de toute empathie et sans aucune compassion ni aucun respect pour la vie. Toute ma vie, je resterai intimement convaincu qu'il aurait tué encore et encore, sans autre raison que celle d'être ce qu'il est. Alec et ses parents espèrent qu'une évaluation psychiatrique lui permettra de plaider la folie lors du procès et d'échapper ainsi à la peine criminelle maximale. Il ne s'agissait pas de quelqu'un qui avait perdu la tête. Il avait tout planifié, avait choisi l'heure à laquelle la famille serait le plus vulnérable et, après son forfait, il est tranquillement allé se laver les mains. L'avis de l'équipe psychiatrique rejoint celle du procureur. Alec n'est pas fou et est par conséquent pleinement responsable de ses actes. Après ça, il n'avait plus beaucoup d'options. Il pouvait aller au procès et essayer de faire croire qu'il était innocent. Mais avec la quantité de preuves matérielles qu'on avait contre lui et ses aveux à sa famille, il n'avait aucune chance d'être acquitté. Alec est déclaré mentalement capable d'être jugé. Cependant, à l'approche du procès, il plaide coupable, espérant que sa jeunesse lui vaudra l'indulgence du juge. Hélas pour lui, le brillant jeune homme se fourvoie. Le juge ne lui accordera pas la clémence. Dans un témoignage filmé qu'elle adresse au juge, Maggie Haynes, la seule survivante de la famille, finit par exprimer toute l'étendue de sa souffrance. Mon monde s'est écroulé. Il me manque à chaque minute qui passe. Kevin était mon petit frère bien-aimé. Et même si la police m'a dit qu'il n'y avait rien que j'aurais pu faire pour empêcher sa mort, je me sens quand même coupable de ne pas l'avoir protégé. Car c'est ce qu'est censé faire une grande sœur. Je donnerais n'importe quoi pour qu'il soit vivant à ma place aujourd'hui. J'aurais fait n'importe quoi pour Kevin. Il avait un avenir tellement radieux devant lui. Il excellait dans ses études et il adorait ça. Et c'était un garçon si gentil, il n'aurait fait de mal à personne. La veille du jour où il nous a quittés, on était allé acheter des cartes de vœux pour notre mère.
Ce qui me fait le plus de mal, c'est que Kevin n'aura jamais la chance d'avoir son baccalauréat. Jamais il n'ira à la fac, ne se mariera et ne fondera une famille. J'avais tellement hâte de faire partie de la vie d'adulte de Kevin et qu'il fasse partie de la mienne. En tuant Kevin, Alec Crider ne lui a pas seulement volé son avenir, il m'a volé une partie de mon avenir également. Au-delà de ça, je suis persuadée que s'il en a l'opportunité, il tuera de nouveau. Alec Crider est un individu abject. Il a poignardé ma famille jusqu'à la mort. Et il n'a manifesté aucun remords pour ses actes. Je veux que jamais il ne puisse sortir de prison. Je dois m'assurer que jamais plus il n'aura l'occasion de faire d'autres victimes. Fait paradoxal, dans cette triste affaire, c'est le petit frère qui, en fin de compte, a protégé sa grande sœur. D'une certaine façon, Kevin a sauvé la vie de sa sœur. Dans sa lutte pour survivre, il a donné l'opportunité à sa sœur de s'échapper. Horrifié par ce crime ignoble, le juge condamne Alec à la peine maximale autorisée par la loi. Alec n'a absolument aucune chance de bénéficier d'une remise en liberté conditionnelle et n'a pas l'ombre d'une chance non plus de voir sa peine commuée. Alec mourra en détention. Personne, absolument personne, connaissant Alec et Kevin, n'aurait pu se douter que c'était lui le responsable. Et là, on parle des professeurs et des élèves. D'ailleurs, ils étaient censés voyager en Allemagne ensemble quelques mois plus tard. Aucune des personnes qui connaissaient ces deux garçons n'aurait, ne serait-ce qu'un seul instant, imaginé qu'Alec pouvait être responsable du meurtre de son meilleur ami et des parents de celui-ci. C'est ce qui a rendu cette affaire tellement difficile à résoudre et à supporter. Parce que le coupable du crime était une personne a priori au-dessus de tout soupçon. Ce garçon aurait pu être le fils, le frère ou le meilleur ami de n'importe lequel d'entre nous. On a tous grandi avec quelqu'un comme Alec à nos côtés. Mais il cachait un mal en lui que personne n'a su repérer à temps. Il aurait continué de tuer tant qu'on ne l'aurait pas arrêté. Il y aurait eu d'autres morts et puis il serait entré à la fac. Ça aurait été terrible s'il avait joui de cette liberté de mouvement qu'ont les étudiants. Ici, il était limité dans ses fréquentations, dans le fait qu'il n'était pas motorisé et qu'il était encore sous la responsabilité de ses parents. Alors, imaginez dans un campus universitaire, il aurait pu sévir pendant un moment. Je suppose qu'au bout d'un certain temps, il aurait élargi son horizon à d'autres campus et d'autres choses, mais il aurait recommencé. Ça, j'en suis sûr. La tentation était là et il était devenu Alexandre, cette nouvelle personne qui s'en est tirée une fois. Alors il aurait tué de nouveau, c'est certain. Âgé de 17 ans au moment de son procès, Alec a été jugé comme un adulte, vu la gravité des faits qui lui étaient reprochés. S'il avait été jugé comme un mineur, il n'aurait risqué qu'une peine d'enfermement dans un pénitencier pour enfants et aurait pu être libéré une fois adulte. Les juges ont heureusement estimé que le criminel était bien trop dangereux pour bénéficier de cette mesure. Aujourd'hui, l'ensemble des États américains autorisent les jeunes de plus de 13 ans à être jugés comme des adultes. Si cela ne va pas sans poser de problème, les délinquants mineurs étant bien plus exposés au risque d'agression en prison, dans cette affaire, on ne peut que se réjouir qu'un tueur soit empêché de nuire à nouveau. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et de nous rester fidèles. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de nos Enquêtes Impossibles.